L'amour, c'est pour les pauvres, hein? Ah, ça, il faut raisonner. Mais à cause de l'amour, oh l'amour, on oublie de penser avec la tête. Nous élevons le niveau dans cette vidéo. Passionné de l'argent. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de combien Stéphanie a gagné en 2024? Une estimation. Amadou, tu commences fort, hein? C'est pour ne pas donner les arrêts cardiaques aux gens. Si on prend par exemple l'industrie de la vente en ligne, donc sur une de mes marques, parce que j'en ai plusieurs, sur une de mes marques, on a fait un peu plus de 2,7 millions de dollars. 2,7 millions de dollars. Oui, sur une marque. Ah. Alors, comme toujours, hein, cherchez des entrepreneurs à succès pour venir partager leur expérience avec la communauté Entreprendre Autrement. Aujourd'hui, c'est une autre émission. Hein, un grand plaisir de retrouver ou de rencontrer aujourd'hui quelqu'un qu'on ne présente plus dans le monde des entrepreneuriats en Afrique et du monde d'une manière générale. Et il y a certains amis qui m'ont dit que voilà, tu pars à Abidjan, pourquoi? Je dis, je veux rencontrer telle personne. La personne automatiquement m'a dit, c'est pigeon voyageur des entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire que c'est l'entrepreneur qui voyage le plus dans le monde du business en ligne, etc. Donc, on aura l'occasion en tout cas de parler de beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de surprises. Donc, je veux que cette vidéo soit une masterclass, pas une interview où les gens vont venir parler de ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais apprendre de nouvelles choses avec notre invité. Donc, c'est un grand plaisir, Stéphanie, de te recevoir sur Entreprendre Autrement. Avant d'aller plus loin, dis-toi que c'est un examen. Toutes les personnes qui passent, souvent, je leur dis que c'est un examen parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens ne vont jamais peut-être imaginer qu'on pourrait leur poser. Okay. Donc, il va venir. Mais je vais vous laisser saluer la communauté Entreprendre Autrement. Donc, c'est un grand plaisir en tout cas. Moi, je te suis depuis très fort longtemps. Quand vous parlez de e-commerce, Amazon, tu fais partie des premières personnes qui parlaient d'Amazon FBA. Donc, quand je vois les gens parler aujourd'hui... Donc, depuis les débuts, hein? Exactement. Je te suis depuis très fort longtemps. Vous m'avez vraiment beaucoup inspiré, impacté. Et tu m'as motivé à me lancer aussi sur YouTube. Aujourd'hui, on est plus de 100 000, donc voilà. Félicitations. Merci, vraiment, tu fais très partie, fière, ça je tenais vraiment à vous le dire, tu fais partie des personnes qui m'ont inspiré de ça. Merci. Donc, mais voilà, tout ça, après on va revenir sur ça, mais je vais vous laisser saluer la communauté Entreprendre Autrement. Prends ton temps, présente-toi comme tu veux, mais j'ai beaucoup de questions. Sûrement. Déjà, merci beaucoup Amadou hein, de nous avoir invités ici. Bon, mon nom c'est Stéphanie Bida, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat et tout ce qui peut ramener de l'argent, tout ce qui peut générer des revenus. C'est ma passion et je suis très contente d'être là aujourd'hui et échanger avec Amadou. Voilà. C'est très bien, vous l'avez dit, hein, passionné de l'argent. Oui. Vous voyagez beaucoup, Stéphanie. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de combien Stéphanie a gagné en 2024? Qui l'a permis de faire la vie qu'il a... Une estimation. Amadou, tu commences fort, hein? Combien que tu as gagné? On parle beaucoup d'argent dans cette page. Mais dans quel domaine exactement? Non, de tout. Dites-moi juste que j'ai réussi à ramasser tant de pognon en 2024. Exemple, hein, c'est pas un montant exact, mais si vous cumulez, je sais que vous faites beaucoup de business. Les revenus? Oui, oui. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur une industrie, ok? D'accord. C'est pour ne pas donner les arrêts cardiaques aux gens et pour éviter qu'on vienne me dire qu'on a kidnappé ma famille, donc ça ne m'intéresse pas. Si on prend par exemple l'industrie de la vente en ligne, en parlant d'Amazon, donc sur une de mes marques, parce que j'en ai plusieurs, sur une de mes marques, on a fait un peu plus de 2,7 millions de dollars. 2,7 millions de dollars? Oui, sur une marque. Ah. Sur l'une des business. Si on pouvait avoir une estimation, vous avez une dizaine de business, une vingtaine de business, ça nous permet d'avoir une estimation. On aime l'argent, nous aussi. Amadou là aime trop l'argent. Parce que les questions qu'il faut, on m'a jamais posé autant de questions dans les détails. Bon, en fait, en termes de compagnies enregistrées, j'ai au total 13 compagnies enregistrées. Ok. On est actif dans 11 pays au total, 7 pays en Afrique. Et on touche un peu de tout, que ce soit l'agriculture, l'immobilier, le e-commerce. Et quand je dis immobilier, c'est surtout immobilier non bâti. C'est plus ou moins récemment que maintenant j'ai des appartements un peu partout en Afrique où je fais les meublés. Mais je suis surtout dans les achats de terrain, achats, revente de terrain,
Le e-commerce, ce sont des marques bien ciblées où la demande est existante. Donc, on va répondre à la demande, mais ça se fait surtout en Occident. Je ne fais pas de e-commerce en Afrique du tout. Okay. En Afrique, ce sont les voitures, mais je ne suis pas dans le VTC. Hein. Nous, on achète et on revend. Donc, on retape les voitures et on revend. Il y a eu 2 ou 3 vidéos qui sont parues dessus au Bénin. Et le marché était saturé après ça. Donc là, du coup, on a arrêté de parler. Parce que le business, on s'est mis à transpirer. On dit que waouh, waouh. Il y a également le négoce des matières premières, hein, le soja et tout. L'agriculture au Cameroun, c'est récent. Ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est présentement en phase d'étude du sol et de tout le reste. On a eu à planter certaines matières premières, un peu comme le soja, les pistaches, le maïs. Le maïs, on a eu un rendement de malade. Mais on est surtout dans l'agriculture bio. Pas juste l'agriculture. Donc, je touche un peu à plusieurs domaines et je suis également dans le fer. Il y a plusieurs... Partout, il y a beaucoup d'argent. Non, c'est très intéressant. Et là, j'ai beaucoup de questions, mais on va aller étape par étape. Est-ce que la page YouTube de Stéphanie a joué un rôle important sur le succès de ces business que vous lancez? C'est-à-dire que, est-ce que la page YouTube était un déclencheur de mes business? De tes business, ou bien c'est juste... Je dirais non. Et peut-être c'est une erreur que je suis en train de faire. C'est une erreur peut-être parce que moi, j'arrive sur YouTube, j'entreprends depuis. J'arrive sur YouTube en fin 2020 et je décide donc de montrer aux gens comment générer des revenus. Parce que Amazon, par exemple, j'ai lancé en 2018. Et c'est 2020 que tu es venu sur YouTube? C'est fin 2020, début 2021 que j'arrive sur YouTube. Donc, on va dire 2021 à peu près que j'arrive sur YouTube. Mais j'ai des business qui tournent derrière depuis. Et même quand je me suis mise à parler d'Amazon, j'ai encore fait une autre erreur. Parce qu'il y a des gens qui me demandaient à savoir quels sont les produits que je vends. Je suis allée parler d'un produit que je vends. Le marché était saturé. Tout le monde copie ça? Non, tout le monde copie. Et là, c'était une perte totale, donc j'ai dû abandonner le produit. Et donc là, maintenant, je vais peut-être parler des opportunités, des autres produits potentiels que je peux lancer, mais dans quoi je ne vais pas me lancer, tout en sachant qu'il y aura la compétition, quoi. Donc, du coup, maintenant, au lieu de parler des produits, ce que je fais, c'est que je me concentre sur la méthodologie et je leur dis comment je vais chercher les produits. Ainsi, donc, les gens, on a plusieurs personnes qui vont trouver plusieurs produits et il n'y a pas tout le monde qui court dans le même produit et tout le monde perd, quoi, à la fin. Alors, c'est très intéressant. Alors, moi, je retiens quelque chose. 2 700 000 $. Un an, ça nous pousse à faire comme ça. Hein? Croiser les doigts, peut-être. Ça va venir. Ça m'inspire beaucoup de personnes. Donc, ce qui fait qu'il y a, tu sais que des milliers, pour ne pas dire des millions de jeunes femmes qui s'inspirent à toi aujourd'hui pour devenir quelqu'un. Et sur ces jeunes femmes-là, me posent souvent la question. Souvent, je dis les gens, moi, sur YouTube, nous, on n'est pas dans une télé qui n'aime les polémiques, ils mettent en mal les gens ou bien entrer dans la vie privée des gens. Si on pose des questions que tu penses que non, tu passes, il n'y a pas de problème. Il faut poser. je sais reconnaître les bonnes personnes. Amadou, c'est une bonne personne. C'est bon, il faut poser. Donc, premièrement, c'est comment vous gérez ça et la vie de famille, de couple, comment ça se passe? Donc, les gens veulent savoir. Il y a beaucoup de personnes parce que dans mon bureau, il y a même pas un mois, 2 ou 3 personnes qui sont passées. Plus ou moins, ils sont divorcés à cause de leur business, leurs activités. C'est pas possible. Oui, il fait partie des causes, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on peut trouver d'autres causes, mais voilà. C'est surtout le business. Le business, parce que l'absence et tout ça. Comment, toi, tu réussis à gérer ça? Bon, je ne dis pas que tout est rose dans mon couple. Hein. Il ne faut pas que je vienne prétendre ici que ça se passe bien. Mais ce que je peux dire, c'est que à date, ce qui a beaucoup joué dans le couple, c'est la communication. C'est la communication. Et le choix du partenaire. C'est très important. Souvent, on va chercher des partenaires, par exemple, on sait intrinsèquement que c'est quelqu'un qui peut nous limiter, mais à cause de l'amour, oh l'amour, on oublie de penser avec la tête. Donc, c'est très important de savoir, je ne sais pas si la réponse est dirigée aux femmes, aux hommes, je n'ai aucune idée. Tout le monde, d'une manière générale. C'est très important de savoir si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, est-ce que c'est un partenaire qui va accepter, par exemple, que vous êtes parti? Très souvent, c'est un partenaire qui va accepter que vous passez les nuits au bureau et non pas chez les petits, tous les petits. Ça arrive, beaucoup d'entrepreneurs, souvent, ils sont dans leur bureau en train de travailler. OK? Est-ce que c'est un partenaire qui est assez ouvert? Est-ce que c'est un partenaire qui va comprendre que
ta personne ne sera pas collée à toi. Maintenant, il y a des entrepreneurs qui vont en couple, donc qui entreprennent en couple, eux, c'est différent. Mais la plupart, on ne le fait pas. Donc, est-ce que c'est un partenaire assez ouvert d'esprit ou est-ce que c'est le genre de partenaire qui veut être... mesdames, par exemple, est-ce que c'est le genre de mari qui veut que vous soyez à la maison chaque soir, qu'il arrive à la maison, la nourriture soit faite, il y a un bon massage, une bonne discussion? Ou est-ce que c'est le genre indépendant qui ne dirait pas non à ce que ça arrive peut-être une fois par semaine, peut-être pas chaque jour, mais peut-être une fois par semaine, et le reste du temps vous laisse un peu à vos activités, vaquer à vos activités. C'est très intéressant parce que nous, on vient de Dakar, et là-bas, on a rencontré une jeune qui est la directrice générale adjointe d'une compagnie qui va passer sur la chaîne, vous allez voir. Elle est maman de jumelles. Elle est de la diaspora, elle est revenue, c'est une Sénégalaise. Et elle est également en voyage, donc parfois elle part, là, le mari à la maison, sénégalais. Je lui dis, mais ma chérie, ton mari est sénégalais? Elle me dit, oui, son mari est sénégalais. Et il comprend. Il est aussi de la diaspora, peut-être ça aide beaucoup. Son mari aussi vient de la diaspora? Oui, il vient aussi de la diaspora. Ouais. Donc, très ouvert d'esprit. Hein. Donc, quand la dame doit rester au bureau tard travailler, ils ont des jumelles, c'est 2, c'est pas 1. Déjà, vous savez c'est quoi avoir un enfant? 2. Ensemble, là, c'est pas pareil. Ouais. Mais elle m'explique que oui, elle le fait très bien grâce à l'appui de son mari. Et c'est là que je me rends compte, parce qu'elle, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Je me rends compte que la plupart des femmes à succès que j'ai rencontrées, en dehors peut-être des mères célibataires, mais celles qui sont en couple, elles ont souvent un gros support du mari. En fait, le mari est un des facteurs pour lesquels elle est capable de se réaliser et d'être elle. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que souvent dans l'abandon de soi, parce que quand tu laisses l'autre être l'autre, l'autre te ramène ça au visage. C'est l'amour que tu as au visage. C'est-à-dire, c'est quand elle part, elle voyage, elle revient, on a eu échangé, et il y a eu beaucoup de similitudes, mais l'amour que l'homme reçoit, mais écoute, c'est trop. C'est énorme. Pourquoi je t'ai posé cette... C'est énorme. Il dit même que, mais elle là, je veux trouver encore ce genre d'attention. Tu vois, donc, du genre, c'est très important de faire attention aux partenaires qu'on va chercher. Ça fait toute la différence. Je ne le dis pas souvent. Je l'ai dit peut-être 2 ou 3 fois. On me dit, oh, elle veut faire malin. Moi, je vais répéter ici. J'ai été demandée en mariage 3 fois. J'ai fait mon choix. Et ça fait 10 ans que je suis mariée. Non, pas la même personne. Ok. Et ça fait 10 ans que je suis mariée. Donc, j'ai fait mon choix. Parmi les 2 autres, il y avait un qui était, par exemple, très possessif. Et j'ai su, alors c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, hein, mais j'ai su que sur le long terme, malheureusement, on risque d'avoir des challenges, quoi. On va dire ça. Si je comprends bien, on ne choisit pas par l'amour, mais on choisit par des critères qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant, si je comprends bien. Comment tu peux expliquer quelqu'un? On dit, vie de couple, c'est l'amour. Mais moi, je risque de te choquer. Hein? L'amour, c'est pour les pauvres. Hein? Ah, ça, il faut raisonner. Il faut raisonner. En fait, pour les hommes en affaires, les femmes en affaires, le mariage, ça doit être un partenariat. Il faut voir les intérêts, il faut voir la personne derrière. Si c'est le genre, tu as par exemple le genre de femme qui, moins de choses, se plaint parce que tu es tout le temps au bureau, ou quand tu reviens, elle n'est pas à ton écoute, elle ne te donne pas des idées, elle ne te pousse pas à avancer, tu risques de platonner. Tu peux avancer, mais tu ne vas pas aller aussi loin que le genre de femme qui comprend c'est quoi un homme entrepreneur. Il ne sera pas à la maison chaque jour. Même c'est qu'il ne voyage pas, il va passer des nuits tardives au bureau, ne demande pas des soirées amoureuses pendant que le gars est en train de travailler pour faire survivre la famille. On se comprend, ok? Pareil pour les femmes, hein, entrepreneurs, quand vous allez chercher des hommes, n'allez pas chercher des hommes très demandants, il y a des hommes très ouverts d'esprit. Il y a des hommes demandants, il y a des hommes ouverts d'esprit. Moi, j'aime souvent prendre l'exemple, je dis qu'on a un peu les extrêmes. Tu peux avoir soit un homme qui aime taper la femme, soit tu as l'homme qui aime être tapé par la femme. Il y a des hommes comme ça, tu vois? Maintenant, dans les extrêmes, il faut faire ton choix. Tu vois, il y a des femmes qui aiment être tapées par les hommes. Il y a des femmes qui aiment taper les hommes. Bon, ce que je peux te dire, c'est un peu choquant, mais tu viens au Cameroun, tu vas trouver des femmes qui aiment bien taper les hommes. Tu vois, donc... Tu es comment? Tu aimes quoi? Comment? Tu vois, tu fais partie de quelle catégorie? Non. Je ne suis pas pour la violence, s'il vous plaît. Je suis pour chouchouter. Il faut chouchouter vos moitiés, chouchouter-les. Donc, si je te pose cette question en tant que Sénégalais, oui. C'est, voilà, comme tu as fait le Sénégal, tu sais,
Les gens qui sont au Sénégal, souvent, ils disent « Non, jamais je peux avoir ma femme qui passe tout son temps à bouger, voyager entre les avions. Jamais. » Non, ça dépend. Hein. Oui, c'est pourquoi quand tu dis il y a une Sénégalaise qui est, voilà, qui a son mari, qui gère tout ça, moi, je me dis que non, c'est très intéressant. Donc, moi, je te pose une autre question. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, voilà, Stéphanie, elle a eu du soutien ou bien son père était milliardaire, c'est pourquoi il a eu tout ça. Mais quand on regarde ton parcours, c'est depuis à l'âge de 9 ans que tu commences à apprendre au niveau de Douala, en train de vendre. Est-ce que tu peux nous permettre les gens de savoir aussi le cursus. Voilà, souvent les gens qui entendent tout ce qu'on vient de dire, 2 millions, 5 millions, ils peuvent penser que voilà, c'est quelque chose qui est tombé. Je viens d'une famille riche. Voilà. Est-ce que tu peux nous un peu parler de cette début? Bon, déjà, pour faire un peu l'arbre généalogique de ma famille, nous ne sommes pas issus d'une famille riche. Mes grands-parents étaient des agriculteurs. Ils ont cultivé la terre, le cacao. Ils étaient dans ça, le café. C'est ce qui a envoyé ma maman, par exemple, à l'école, qui l'a fait éduquer. Mon papa, son histoire est encore plus dramatique. Il est aîné de famille. Il perd son père à l'âge de 11 ans. Si je vous raconte l'histoire de mon père, vous allez pleurer. Non, ça permet les gens de comprendre. Il était sans abri. À 11 ans, il allait chez un oncle. On l'a fait sortir. Et un détail, peut-être, je ne sais pas s'il sera à l'aise à parler de ça, mais il nous raconte ça avec beaucoup de fierté. Il était à la rue. Ça lui est arrivé de manger dans les poubelles. Mon père, aujourd'hui ingénieur de son état. Mais quand on prend son cursus, c'est une histoire tellement inspirante. Donc, on a été élevé déjà très tôt avec cette mentalité que l'argent que tu vas faire là, c'est pour toi. Hein. C'est comme une fois, mon papa vient nous voir. Ce que j'aime beaucoup avec mon papa, c'est qu'il nous mettait beaucoup, il nous faisait faire passer des tests. Un jour, il vient me voir, j'avais quoi, 15 ans peut-être, 14 ans, 15 ans. Il me demande, est-ce que tu penses que nous sommes riches? Et à l'époque, il était le directeur régional de la SNEC, ça c'est la Société des eaux, du côté du centre. Donc on était quand même assez aisés. Il vivait dans une petite ville qu'on appelle, on l'avait affecté de Douala à Mbalmayo. Et en Mbalmayo, il y avait une aisance, il avait une grande maison qui lui était donnée, des voitures de service, des chauffeurs. Donc il me demande, est-ce que tu penses qu'on est riche? Bon, je lui dis, bon, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. Je lui dis, bon, je ne pense pas qu'on est riche, mais je ne pense pas qu'on est pauvre non plus. Parce qu'on a eu la chance quand même de faire des écoles où on a vu des gens, les boss là, les vrais enfants de boss, où les Prado, les grosses voitures s'alignent pour venir les chercher, enfants de ministre et tout le reste. Mais je ne pense pas quand même qu'on est pauvre parce que nos parents se sont battus au point où ils se sont assurés qu'on ne puisse pas manquer la nourriture. Puis mon papa me regarde et il me dit, tu as donné une bonne réponse. Il me pose une deuxième question. Est-ce que mon argent, c'est ton argent? Son argent. Il me pose la question simple. Est-ce que l'argent que papa fait, est-ce que c'est pour toi? Là, je le regarde, je suis surprise. J'ai 14 ans. Je ne m'attends pas à des questions comme ça. Je lui dis, bon, c'est à toi de voir. Mais je n'ai jamais eu cette perception-là, c'est ce que je lui réponds. Et il me dit ceci, et je veux que vous m'écoutiez, parce que c'est une phrase qui a changé ma vie. Il me dit, écoute-moi bien. L'argent de papa, c'est pour papa. Et l'argent de papa doit rayonner sur la famille. La famille. Maintenant, si tu veux ton argent, va faire ton argent. Je vais vous parler d'un papa qui parle à sa fille. De 14 ans. De 14 ans. Et je générais déjà des revenus à cet âge-là. Peut-être pas énormément, mais je générais quand même un peu d'argent. Et puis là, ça a vraiment cimenté dans mon inconscient l'image comme quoi je suis capable de ne pas compter sur les autres. Et c'est un truc que notre père nous répétait et notre maman nous répète tout le temps même. Vous avez 2 pieds, vous avez 2 mains, vous avez un cerveau. Papa est passé par une histoire d'horreur. Papa ne veut pas que vous fassiez la même chose. Ça doit être graduel. Papa est passé par l'histoire d'horreur. Les enfants apprennent de ça et montent d'un cran. Les petits-enfants de papa, dont nous, nos enfants, doivent monter d'un cran, donc un peu plus haut que nous. Donc on part d'une histoire, si on doit prendre vraiment notre histoire généalogique, on part d'une histoire très pauvre.
Papa est orphelin, j'étais à la rue et aîné de 12 enfants. Avec une maman, ma grand-mère, qui était très dépendante de son mari. Donc, elle ne sait pas comment générer des revenus. Donc, toute la charge tombe sur son fils de 11 ans, l'aîné de famille. Ma propre maman, du côté maternel, elle vient d'une famille d'agriculteurs. Donc, nos débuts sont modestes. Et on nous a élevés avec une mentalité de fer. Vous devez vous défendre. Vous ne devez dépendre de personne ici dehors. Vous avez vous avez un cerveau. Il me fallait dire 2 cerveaux. 2 mains, 2 pieds. Ben, c'est vrai qu'on nous a élevés à la limite comme pour nous dire que vous avez 2 cerveaux. Ouais. Et on ne nous a jamais mis, parce que nous, on est une sororité, on n'est que des filles dans notre famille, 4 filles. On ne nous a jamais mis dans la tête que vous ne pouvez pas faire des choses. Jamais. Jamais. Non, c'est très bien. En tout cas, bravo. C'est-à-dire que c'est des leçons qui vont vous permettre de grandir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne penses pas que c'est cette éducation qui manque dans les familles qui fait que les jeunes pensent que... Voilà, ils ne réfléchissent pas autrement. On leur dit juste aller à l'école, trouver des diplômes et ensuite trouver un bon boulot, etc. Ça s'arrête là. Est-ce que si toi, on te disait tout le temps uniquement ça, tu penses que tu pouvais devenir la personne que tu es devenue? Donc, selon un message pour les parents... Ce qui est vrai, c'est que nos parents croient à l'éducation. N'oublie pas que la génération de nos parents, c'est la génération qui croit à l'éducation. Eux-mêmes, ils sont éduqués. Papa, malgré tout, a eu des gens qui l'ont conduit à devenir ingénieur. Il a eu des bonnes personnes sur son chemin. Maman, pareil, hein, avec l'argent du café, du cacao, des grands-parents et tout. Donc, ce sont des gens qui croient vraiment perdument à l'éducation. Mais je dois tirer un chapeau ici à mes parents par rapport à la partie entrepreneuriale. Ils ne m'ont pas limité. Ils ne m'ont jamais dit que ce que tu fais, c'est une perte de temps. Bon, c'est vrai qu'ils ne savaient pas c'est quoi les revenus que je faisais, mais ils me voyaient très active. Donc, créer un truc, sortir, vendre, revenir, compter mon argent sur la table. J'avais mes petites caisses en bois, là, mettre l'argent dedans. Quand j'ai besoin de financement, je casse la caisse, je sors, je compte combien j'ai. Je vais encore acheter le matériel, la matière première, je vais vendre. Ou j'envoie l'argent peut-être, à l'époque, mes grands étaient en France. Un peu d'argent en France, elle complète un peu, elle m'envoie la matière première et je vends, ce genre de choses. Mais ils ne m'ont jamais limité du point de vue... Bon, ils se disaient sûrement que c'est un passe-temps, elle aime bien ce qu'elle fait. Et puis, du moment, il y avait des conditions, bien sûr. Du moment que tu vas à l'école, tu nous ramènes de bonnes notes. Comme je te dis, c'est la génération de nos parents très portée sur l'école. Bon, durant l'été, durant les vacances, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Donc, je dirais plus c'est leur ouverture par rapport à l'entrepreneuriat qui m'a permis d'étendre mes ailes et de devenir que je suis. C'est très intéressant. On dit souvent, parler, c'est déshabiller. Quand tu parles, on sait qui tu es souvent. On voit automatiquement l'amour que tu as envers ton père, cette relation et tout. Actuellement, les Stéphanie qui devient, on dit souvent, si tu es bon de ce que tu fais, tu n'es plus l'enfant ou la fille ou fils de telle personne, mais tu deviens l'enfant de tout le monde. Aujourd'hui, bon, on vous souhaite encore beaucoup plus de succès, mais tu es devenir l'enfant de tout le monde. Et partout, les gens veulent te voir et tout. Comment ton père, actuellement, s'il est là, comment il voit ça? Quels sont ses ressentis quand il te voit, quand vous le rencontrez, il voit cette success story que tu as à travers les médias et tout. Sûrement, un jour, tu peux tomber sur la télévision nationale qui parle de Stéphanie. Comment il voit ça aujourd'hui? Bon, en fait, on a la chance d'avoir des parents très humbles. Je pense que c'est une grosse chance qu'on a pour être des Camerounais. On nous connaît comme n'étant pas humbles du tout. Mais nos 2 parents, ils sont des personnes extrêmement humbles. Ça, c'est un gros truc. Et j'essaye de garder mon père un peu hors des réseaux sociaux. Okay? Ouais. Donc, une fois en passant, on va voir peut-être des vidéos passées de moi dans les groupes famille WhatsApp, parce qu'on a des groupes famille passés, des petits trucs passés. Et je dirais quand même qu'il y a une grosse fierté derrière. Il y a une grosse fierté de lui d'avoir dit il a réussi sa mission sur Terre. Et je suis peut-être celle qui est le plus connue sur les réseaux sociaux, mais mes sœurs également font de l'excellent travail. Hein. Un peu plus de manière discrète. La dernière, elle va revenir sur les réseaux sociaux dans les prochains mois et tout. Mais sinon, les 2 aînés sont assez discrètes dans leur vie en général. Et il y a une grosse fierté de papa de savoir que ses enfants, quand même, ont la tête sur les épaules, inspirent les gens et poussent, quoi. Il en parle, c'est vrai qu'il en parle beaucoup autour de lui. Donc. Non, c'est très intéressant. Ça revient toujours sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que comment les gens éduquent, parce que l'éducation des enfants doit être sur 3 étapes. À l'école, ça ne suffit pas, à la maison, etc. Parce que si tu as commencé, tu l'as dit tout à l'heure,
à l'âge de 9 ans, 14 ans, tu fais du business. À l'époque, c'était l'âge d'aller à l'école normalement. Donc, on ne t'a pas limité d'aller juste à l'école et c'est fini. Et les gens aiment. Est-ce qu'il y a un message pour les parents, peut-être qui te suivent, les femmes? Je sais que les femmes te suivent beaucoup. Ah, les vrai. hommes aussi, mais les femmes aussi te suivent beaucoup. Ah, mon audience est masculine. Je ne sais pas pourquoi les femmes ne suivent pas. Tu sais, 78% de mon audience, ce sont des hommes. Ah, waouh. Donc, en fait, ce sont les abonnés. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être les femmes suivent, mais elles ne veulent pas s'abonner. Je ne sais pas. Donc, ils vont s'abonner. Allez-y, 78% ce sont les hommes. Mais je pense que les femmes, il y a beaucoup de limitations dans leur tête. Et c'est les réseaux sociaux qui m'ont montré ça. Avant les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on était dans un cercle. Si vous rentrez, nous, dans notre cercle de sœurs, on nous appelle les G4, les 4 filles. La mentalité est peut-être, là je vois quand même que la mentalité est assez différente de la mentalité d'une femme moyenne. Parce qu'on n'a pas été, élevé avec des limites. Notre propre maman, elle est avocat international. Et elle a un cabinet d'avocats à Douala où elle gère des élèves avocats qui viennent. La plupart sont des hommes. Il y a même des élèves qui sont plus âgés qu'elle, qui étaient à l'époque, parce que là, elle est dans la soixantaine. Mais bon, on a vu déjà très tôt une femme leader tout le monde. Et notre maman ne nous a jamais dit tu es une femme, tu es limitée dans ta manière de faire ou quoi que ce soit. Mais on la voyait leader les autres avec beaucoup de respect. Mais comme on dit, une main de fer dans un gant de velours, quoi. C'est son cabinet d'avocat. Donc, il y a des trucs à suivre, il y a des choses à faire. Et donc, cet exemple de leadership, peut-être inconsciemment, nous a formatés. Ne nous a pas limité de dire que, bon, la femme ne peut pas. Bon, même si c'est qu'on se disait, on voyait qu'elle pouvait. Tu vois, et en parlant de pigeon voyageur, c'est également une qui voyageait partout parce qu'elle avait des clients un peu partout au monde, que ce soit du côté de l'Europe, en Afrique de l'Est. Elle était partie dans les tribunaux, la Haye et tout le reste. Donc, on a eu cet exemple-là. Et si c'est pour le message aux parents, c'est de... ou aux femmes, que sais-je. Je ne parle pas très souvent aux femmes, je devrais peut-être même plus le faire. C'est de faire attention, de ne pas se limiter. Oui, je pense que Dieu a créé l'homme et la femme, chacun a son cerveau, sa manière d'être. Les deux sont complémentaires. Je ne veux pas qu'on rentre dans les débats de bagarre, de féminisme, du tout. L'un a besoin de l'autre. L'un ne survit pas sans l'autre. N'oubliez jamais ça, c'est très important. Et Dieu a donné quelque chose de spécial à la femme. Donc, au lieu de mettre ça de côté, elle devrait l'exploiter ça pour le bien de l'humanité. C'est très important. Okay. En tout cas, c'est très intéressant. Aujourd'hui, si toi, avec le parcours que tu as, faire le tour de l'Afrique et tout, avoir aussi la chance de vivre ailleurs, de faire partie des les gens qu'on appelle la diaspora africaine, etc., qui sont vraiment importants pour nous. On a besoin de vous. Il y a beaucoup de personnes comme John qui prônent aujourd'hui le retour des Africains de la diaspora. Est-ce que tu as l'espoir quand tu fais le tour de l'Afrique? Comment tu vois aujourd'hui ça, vraiment nationaliste? Comment tu vois l'Afrique aujourd'hui? Bon, est-ce qu'on doit parler vrai? Oui, dis ça. Ou on doit un peu mettre un peu de beurre là, pour faire plaisir aux gens? Non. Je ne sais pas. Non, et pas pour faire plaisir. Dis ce que tu penses, voilà. Ce qui manque, qu'est-ce que tu penses que c'est qu'on doit développer? Je suis pour le retour en Afrique. Mais... la réalité, c'est que ceux qui font un retour en Afrique, maintenant, vont se casser la gueule. Et ils le font même. Parce que je pense qu'on a trop de retours. Mes équipes me montrent trop d'emails de personnes qui disent que j'ai essayé de venir, tu m'as demandé de rentrer. J'ai dit que bon, je ne suis pas de ceux-là qui font la promotion massive. Ce n'est pas ma ligne éditoriale sur la chaîne. Ma ligne éditoriale, c'est comment se faire de l'argent. Je ne fais pas un truc massif maintenant. Je partage l'amour de mon continent. Et je l'ai dit plusieurs fois, moi, je vais rentrer. C'était même l'objet d'un souci dans mon couple, d'un litige très sérieux dans mon couple avec mon mari. Parce que moi, je lui ai dit, moi, c'est l'Afrique. Maintenant, je ne suis pas dans le retour massif. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas des retours préparés. Il y a une motivation à venir, désolé. Il y a une motivation, il y a un air, un vent, voilà, de retour. Tout le monde est motivé, je veux rentrer. Ils lâchent leurs emplois, ils reviennent. Et quand la diaspora arrive en Afrique, c'est la dictature. Hein? Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Nous, en France, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Nous, aux États-Unis, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est toujours en retard. Ils ne savent même pas ce qui se passe en Afrique. On a grandi ici, on est parti.
Il faut parfois revenir voir comment ça se passe. Venez 2 fois par an voir. Ne cassez pas le contact. Comprenez la mentalité d'où vous venez. Et moi, je dis souvent, à la diaspora, on est des hybrides. Il n'y a rien de mal à l'expression. L'hybride, c'est-à-dire que tu as ta naissance de l'Afrique, tu es parti, tu as appris, ça t'a modélé, tu as changé. Ouais. Il faut comprendre que tu as changé. De telle manière que quand tu reviens, il faut comprendre que tu reviens. Quand tu reviens dans une autre mentalité, une autre manière de faire. Donc, il faut la tolérance de un, mais il faut surtout, toi, t'adapter aux autres. Tu n'arrives pas, toi, avec ta manière de faire de l'étranger, et tu veux que les autres te suivent. Je suis désolée. Il y a 10 millions de personnes qui fonctionnent d'une certaine manière. Il y a 20 millions de personnes, il y a 100 millions de personnes qui fonctionnent d'une certaine manière. On ne va pas te dérouler le tapis rouge. C'est à toi de t'adapter. Ne dis pas, ça doit être ça, ça doit être ça. Donc, ils viennent déjà avec leurs idées arrêtées et leur envie vous voyez, leur envie suprématique. Je viens des États-Unis quand même. Première puissance. Moi, je dois vous dire comment faire. Non, ce n'est pas ça. De un. De deux, il y a la planification financière. Beaucoup ne viennent pas avec assez d'argent parce qu'ils économisent pour ceux qui épargnent, hein, parce qu'il y a ceux qui disent à leur patron, va te faire voir, je rentre en Afrique. Ils n'ont pas assez d'argent. Ils oublient que quand ils arrivent en Afrique, on les voit comme des ATM, des banques ambulantes. Que tout le monde l'argent est arrivé. C'est pas Stéphanie qui est venue, mais c'est non, c'est l'argent qui est là. C'est l'argent qui est arrivé. Donc ça commence déjà par les parents. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. Les amis autour, les connaissances, mais on te voit prendre le taxi, on ne comprend pas que mais lui prend le taxi. Pourquoi? Tu viens quand même de la diaspora. Donc il y a ça, il y a d'autres réalités. Quand tu veux lancer ton entreprise, il y a les voleurs. C'est que tu es un ATM. Hein? Le gars vient, il voit que tu es la diaspora, pour lui, tu représentes de l'argent. Tu ne représentes pas une opportunité pour lui de gagner l'argent de manière claire. Eh bien non, non. Lui, tu représentes, il te voit. En fait, quand tu marches, ce n'est pas un être humain qui voit. Hein. C'est l'argent qui voit se déplacer en mouvement. Avec cette personne, je peux profiter rapidement. Tout à fait. Je viens profiter. Donc, c'est comme ça que les gens arrivent un peu de manière naïve ici, prennent leur argent, lancent un business, se ferment les yeux. J'embauche telle personne, pas de vérification derrière, rien de tout ça. La personne crée les dépenses, l'argent sort. En 1 an, 2 ans, après, on met les mains sur la tête, ils nous ont menti. Ils nous vendent, je ne sais pas trop quoi. Donc, il y a des étapes précises à suivre avant de venir. Donc, oui, revenir au pays, mais revenir préparé et surtout sortir de sa bulle un peu de rêve. Là. Parce que je sais qu'il y a un mouvement, tout le monde, sortir de ça, casser tout ça. Être très pragmatique. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la réalité sur place? Est-ce que je suis prêt? C'est très important. Donc là, tu vas donner un message pour les Africains de la diaspora et surtout ceux qui sont ici. Moi-même, j'ai essayé de mettre, nous qui essayons de mettre des systèmes ici, étant ici même, c'est difficile. Beaucoup de mes amis avec qui on fait le même business, ils sont partis vivre à Dubaï. Mais comme moi, j'ai déjà implanté la sauce physiquement, je ne peux pas partir. Parce que si je ne suis pas là, la sauce ne marche plus. Comment toi, tu as réussi étant maintenant un pied ici, un pied ailleurs, et mettre des business, comment les choix des partenaires, les gens qui gèrent les business, quelles sont les stratégies qu'un Africain de la diaspora qui vous suit doit mettre en place, doit prioriser s'il veut mettre quelque chose. Ou bien s'il veut même investir, comme tu l'as dit, préparer son retour. Moi, je veux venir investir 10 000, 50 000 euros, retourner. Comment faire pour choisir les partenaires? Quelles sont tes stratégies? C'est une question très importante que tu poses. C'est une question qu'on ne me pose pas souvent, qu'on devrait me poser. Et je dis souvent aux gens que ça prend le temps. Mes partenaires, que ce soit en Tanzanie, au Kenya, au Bénin, au Sénégal, ici en Côte d'Ivoire, ce sont des gens... Maintenant, je suis sur les réseaux sociaux, ce n'est plus la même approche. Avant, j'étais juste une jeune Africaine qui voyait, il n'avait aucune idée j'étais qui. Il ne savait pas est-ce qu'elle fait de l'argent, est-ce qu'elle fait de l'argent. Donc, au moins, la plupart des gens qui me regardent ne sont pas tout pris sur les réseaux sociaux. Donc, peuvent encore utiliser ces stratégies-là. J'utilise beaucoup mes partenaires. Ça me prend minimum 1 an et demi. J'étudiais. Là, maintenant, je dois passer par d'autres personnes. Je vais dans le pays. Et très souvent... je me lance en partenariat avec des gens qui ont déjà de l'expérience dans un domaine bien précis. Je ne vais pas chercher un partenaire qui ne sait pas c'est quoi les voitures, qui n'a rien, ne sait pas comment l'agriculture fonctionne, l'immobilier fonctionne, pas du tout. Et quand je visite le pays, ce sont des gens qui m'accrochent, c'est-à-dire ce sont des échanges qu'on a. Donc je suis là et je ne dis jamais que je ne disais avant jamais que je venais de la diaspora. Souvent je dis que non, je viens du Cameroun.
Et quand je dis je viens du Cameroun, ils entendent que je viens de l'avion du Cameroun. Alors que moi, dans ma tête, je leur dis je suis originaire du Cameroun. Ouais. Donc, il y a un jeu de mots. Ouais. Je dis une chose, je pense une chose, mais je sais qu'ils vont comprendre autre chose. Donc, ils se disent que, oh, bon, c'est une sœur. Nancy, je leur dis, bon, je viens des États-Unis. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Donc, je viens du Cameroun et il y a un échange. Et durant cet échange-là, très souvent, je prends des informations. Que oui, tel fait ça, tu fais dans ça et tout. Puis je vois l'interaction, je pose des questions bénignes, banales. Je m'arrange pour qu'on sorte de manière répétitive. On va manger, je suis la touriste, entre guillemets. Il y a une étude qui est effectuée pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et très souvent, ce sont des gens qui, quand ça accroche, je me rends compte qu'il y a le potentiel, mais la limite, c'est l'argent. Souvent. Tu vois, un peu comme au Bénin, je reviens sur l'exemple parce que c'est un de mes meilleurs partenaires. Je l'ai rencontré, il avait juste une voiture. Il aimait ça, prendre les voitures, taper les voitures, revendre et tout. Mais il n'avait qu'une seule voiture quand je l'ai rencontré. Aujourd'hui, on a plus de 40 voitures de flotte qu'on tourne. Wow. Donc, l'argent, les voitures viennent, on retape, on vend. Les voitures rentrent, on retape, on vend. Ainsi de suite. Mais à l'époque, il avait à peine... Et quand il dit une voiture, ce n'est pas qu'il vendait une voiture par mois, peut-être une voiture tous les 6 mois. Mais le potentiel était là, le gars était intègre. Plusieurs fois, on appelle, il est au téléphone. Lui, pour lui, c'est une Camerounaise qui visite le Bénin. Il n'a aucune idée c'est qui. Est-ce qu'elle a l'argent, qu'elle n'a pas l'argent? Et nous, comme on sait se fondre dans la masse, quand on arrive quelque part, c'est qu'on doit s'asseoir au sol là. Avec les mouches et tout, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Donc, je voyais les vraies couleurs des gens. Donc, il reçoit un appel de téléphone et tout. Tel a fait ça, tel a fait ça. J'écoute, il dit que non, non, il ne faut pas faire ça. Si c'est toi-même, ton papa à qui on fait ça, c'est ta maman à qui on fait ça, sois équitable. Fais bien les choses. Tu vois? Ou si quelqu'un vient un peu voler l'argent et tout, il dit, bon, écoute, on va faire du mieux qu'on peut. Donc, vois vraiment le cœur des gens. Donc, mes partenaires, je les ai étudiés. Je suis désolée, hein, s'ils voient l'interview maintenant. Non, mais et ils peuvent se sentir un peu truc. Mais c'était important pour moi de le faire parce que je savais que, bon, j'ai des millions à investir. Je ne veux pas l'investir dans la mauvaise personne. Donc, souvent, on me dit, mais ce sont les business? Non, ce sont les gens dans lesquels j'investis. Parce qu'une fois que vous avez le bon partenaire, le business, peu importe lequel, dans lequel, même c'est qu'on doit vendre les lapins ou, que sais-je, les vélos, peu importe le business, j'investis d'abord dans la personne. Parce qu'une fois que j'investis dans la personne, le business décolle naturellement. C'est très important. Oui, très important. Donc, je pense que le message est passé pour les Africains de la diaspora. Il faut étudier les personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, j'ai donné. Parce que souvent, les gens pensaient que pour faire du business, surtout les Africains de la diaspora, il faut son frère, son cousin, sa tante, comme ça. Surtout ceux qui se lancent dans l'immobilier. D'habitude, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disent, j'ai donné 100 000 € à mon grand frère pour acheter une maison. Quand je suis rentré au pays, il n'y a rien. Il n'y a rien, ouais. Certaines personnes qu'on a envoyé même des faux photos, quand ils sont arrivés, il n'y a que la fondation. D'autres même, il n'y a rien. Donc, je pense que l'erreur, c'est de ne pas... Est-ce que vous aussi, tu choisis des membres de famille ou bien... Extrêmement. Souvent, quand c'est la famille, même, je suis très rigide. Donc, en fait, souvent, quand c'est la famille, si on doit procéder par étapes, déjà, vous devez procéder par étapes. N'envoyez pas tout l'argent. C'est un peu naïf de faire ça. Si on dit qu'on a trouvé un terrain à acheter, et le terrain vaut, par exemple, on prend un nombre comme ça, 50 millions. Vous avez le 50 millions. N'envoyez jamais le 50 millions. Procédez par étapes. OK? Le premier versement peut être de l'ordre de, je ne sais pas, 10 millions. Dites-leur, vous n'avez pas 10 millions, vous avez 2 millions. Vous allez compléter la balance peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois. Dans le même temps, suivez les procédures d'achat de terrain. Avec les 2 millions. Le géomètre, avec les 2 millions. Vous avez 50 millions. Hein? C'est mieux de perdre 2 millions que de perdre 50 millions. OK? Le géomètre doit descendre sur le terrain. Est-ce qu'il y a un notaire? Est-ce qu'il y a ceci? Vous venez vous-même voir. L'achat de terrain, est-ce que ça a vraiment lieu? Vous échangez avec les gens. Mais ne prenez pas les raccourcis. Je dis souvent aux gens, évitez de prendre les raccourcis. Souvent, la méthode propre, la méthode à prendre est plus longue, mais ça vaut la peine. Je suis fille d'avocat. Hein. Donc, dans le cabinet de ma maman, j'ai vu des gens passer en pleurant. Et la diaspora, là, ils sont nombreux à passer avec les pleurs. Oh oui, mais c'est ma cousine. Oh, c'est mon frère. Même parfois les parents. Hein. Ouais. C'est ma maman, c'est mon papa. Oh, j'avais confiance, envoyer 20 millions. Non. La confiance n'exclut pas le contrôle.
C'est Tout à fait. très intéressant. Très important. Alors, je pense que beaucoup de pays en Afrique deviennent vraiment votre pays, mais Tanzanie fait partie des pays vraiment, je pense, si on disait à Stéphanie de choisir actuellement l'un de ces pays-là, je ne serais pas surpris si vous dites Tanzanie. Pourquoi le choix de Tanzanie? Est-ce qu'avec la plateforme et tout ça, comment ça se passe, l'intégration au niveau de Tanzanie? Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment pour dans ce aller pays? investir là-bas? Je viens aussi encore mentionner, je te parlais de l'être humain. C'est à travers David, qui est mon partenaire en Tanzanie, qui est passé sur la chaîne plusieurs fois. C'est à travers David que je vais investir en Tanzanie. Parce que moi, mon idée à l'époque, c'est que je cherchais où investir. Donc, mon premier pays, à vrai dire, dans lequel j'ai investi, qui ne soit pas le Cameroun, c'est la Tanzanie. Mais je cherche un partenaire fiable. Je me dis, même si je dois aller au Nigeria, même si je dois aller je sais pas, au Zimbabwe, c'est la personne. Donc, je rencontre David, et là, je me rends compte que c'est une personne très sincère. C'est une personne vraie. Et je le rencontre en 2012. Il avait à l'époque 18 ans, c'est un orphelin. Il a raconté sa vie, son histoire sur la page. Et c'est une histoire très puissante. C'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un qui veut voir les autres réussir et avancer. J'ai beaucoup de possibilités. Hein. Je peux aller réinvestir au Cameroun. Je peux aller au Mali. À l'époque, j'avais le Mali, j'avais le Gabon, j'avais la Tanzanie, le Kenya. Mais l'échange avec David, elle est pure, elle est vraie. Elle n'est pas bizarre. Tu vois? Et là, on échange, je connecte avec lui. Et c'est comme ça que je me décide d'aller investir en Tanzanie. Aujourd'hui, ça va là-bas? Aujourd'hui, non, ça va dépendre. Quel investissement? Parce que j'ai plusieurs investissements. Là-bas. Le micro... Non, la microfinance, non, elle n'existe plus. Ah. La microfinance n'existe plus parce que j'ai dû exit pour aller dans un autre business après. Dans la finance même, vu que j'aime bien la finance et tout. Okay. Mais pour la microfinance, elle a existé de 2000... elle a été créée en fin 2012 jusqu'en 2018. Pendant 6 ans. Quel est le problème pour que ça n'existe plus aujourd'hui? Bon, le problème, c'était surtout un management. Parce qu'on était dans une région qu'on appelle Morogoro. On n'était pas à Dar es Salaam proprement dit. Donc, on était à Morogoro, il fallait étendre la microfinance. Et David ne pouvait pas être partout en même temps. Tu vois, donc, on a laissé Morogoro, on est venu ouvrir à Dar es Salaam, mais la demande, c'est surtout du côté de Morogoro. Et lui, bon, je ne vais pas entrer dans les détails ici de sa vie privée. Du point de vue de vie privée, il devait à tout prix être à Dar es Salaam, plus qu'à Morogoro. Donc, c'était beaucoup d'allers-retours. Et à Morogoro, les managers qu'on a mis de ce côté-là n'étaient pas des personnes très fiables, parce qu'il était question aussi de récupérer l'argent. Okay? On faisait des prêts, l'argent devait revenir, ça tombait, ils sont très en avance par rapport au mobile payment. L'argent devait retomber dans le compte bancaire, et là, on avait des petits soucis, quoi, on va dire ça, entre guillemets. Est-ce que tu envisages un jour que ce soit dans, peu importe, créer une banque en Afrique? Ça te traverse l'esprit de temps en temps, des choses comme ça? Possiblement. Là, ce que je veux dire, c'est qu'on a lancé une tontine récemment, tontine africaine, mondiale africaine. On a eu plus de 7000 personnes intéressées. Donc, vous imaginez, et puis ça s'est fait rapidement en un mois. Wow. Je n'ai pas eu à faire de tapage, j'ai fait une sortie, 2 lives. On a eu 7000 personnes intéressées. S'il y a, par exemple, chaque mois, 7000 personnes qui donnent $100, ça fait $700 000. C'est pas rien. Et je n'ai pas fait de tapage. Donc, si je fais du tapage et qu'on peut, par exemple, avoir 100 000 personnes dans les tontines, ça peut faire un bon 10 millions par mois de dollars par mois. Donc, bon, j'ai lancé la tontine. Je ne sais pas où on va partir. Franchement, je n'ai aucune idée. Seulement Dieu sait. Mais je sais que c'est quelque chose qui a été inspiré. C'est une inspiration vraiment divine. Et on va voir où ça va. Ça peut finir en banque. Ça peut finir en quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais possiblement, peut-être. Mais la finance, c'est mon domaine d'études, c'est ce dans quoi je me sens à l'aise, l'argent en général, donc peut-être. Pourquoi les Camerounais aiment l'argent? C'est vrai, les Camerounais aiment l'argent? Oui. Tu pensais que les Sénégalais aiment l'argent, les Ivoiriens, mais... Africains aiment l'argent. Voilà, mais avec les rencontres, je vois que les Camerounais aiment l'argent. C'est vrai. Là, il n'y a même pas un mois, j'étais avec Valère Bélias à Dakar. Ok. Je lui ai dit que quand on parle de lui, on passe à l'argent. Toi aussi, quand on parle de toi, beaucoup de personnes pensent à l'argent. Donc, c'est vrai. Souvent, c'est les Camerounais. C'est vrai. Moi, je ne suis pas sûre que c'est les Camerounais. Je dirais peut-être que les Camerounais sont plus vocaux par rapport à ça. On n'a pas peur d'en parler. Mais c'est égalé là.
Mais quand tu regardes les Camerounais quand même, sur tous les domaines, vraiment, c'est à féliciter. Donc, il y a voilà, des personnes qui sortent de l'eau tout le temps quand même. Oui. Et ça aussi, si vous grandissez dans un environnement comme ça, tu vois des personnes comme ça, ça t'inspire. Donc, cette inspiration est très, très intéressante. Merci. Alors, on pourrait passer toute la journée à parler de tout. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter 2 échecs que tu pourrais jamais oublier dans ton business et qui t'a permis de grandir? Parce que souvent, on parle tout le temps des succès qu'on a eus, mais on ne parle pas souvent des échecs et qui peut apprendre beaucoup de choses. Les gens c'est vrai. Des échecs, j'en ai eu beaucoup. Hein. C'est ce qui est drôle, mais en fait, moi, un échec n'est pas un échec si tu n'apprends pas de ça. L'échec devient un échec si tu n'as rien appris de ça. Okay? Un des échecs qui m'a le plus marqué, je t'ai parlé de la microfinance. Je sors de la microfinance, je passe la main à d'autres, à une autre équipe, quand je sors de là. Et là, je crée Fredon. Fredon, c'est une sorte de une plateforme d'accompagnement d'entrepreneurs. Maintenant, avec ma partenaire qui travaille aujourd'hui à la Banque mondiale, je lui fais un coucou. On veut lancer une plateforme d'accompagnement pour les Africains. Donc, Fredon naît. L'ambition était énorme. Et je dois avouer qu'on était avant-gardiste. Hein, parce qu'on arrive tôt, autour de 2015. Les plateformes de financement participatif ne voient pas encore le jour. Donc, l'idée naît au niveau de la législation, c'est inexistant. Parce que la loi ne parle, on est vraiment dans les zones grises. Et nous, on veut apporter un modèle où les gens peuvent, le monde entier peut prendre l'argent et mettre dans les projets des jeunes Africains. Seulement qu'on lance l'initiative, on a plus de non-Africains qui sont intéressés par ça. Mais on se dit, bon, on va commencer quelque part. Donc, on les prend. On a, parmi les Africains qu'on a eu, on a Okuno, c'est un jeune Nigérien qui aujourd'hui est très, très, très célèbre. Coucou à lui, c'est vrai qu'il ne parle qu'anglais, juste au cas où peut-être il peut regarder cette interview et tout. On a quelqu'un qui fait dans la bande dessinée. On a plusieurs Africains. On a une dame de l'Ouganda qui crée une solution pour les femmes et tout. En fait, on prend plusieurs projets. On a les projets africains, on a les projets non africains parce qu'on veut commencer avec beaucoup d'Africains, avec un grand nombre d'entrepreneurs. Parce qu'on voulait être focus africain. Après, on se dit donc, vu que la demande, parce qu'on a fait l'annonce, on n'a pas spécifié africain. Vu que la demande vient surtout des non-africains, on a eu des Australiens, des Américains, on va tous les prendre, ça va faire un bon mélange. Et puis, ça va attirer également des donateurs qui ne sont pas africains, qui pourront donner dans les... Bon, ce n'est pas des dons, hein, mais c'est plus... c'est toujours dans l'optique de la microfinance. Je te donne 100 $, j'ai quelque chose en retour. Par exemple, ça peut être ce qu'on appelle les pre-sales. Okay? Si je veux, par exemple, vendre des téléphones, je dis, bon, je vais vendre des téléphones, je vais lever des fonds. Si tu me donnes, par exemple, 500 $, je t'envoie un téléphone, par exemple. Okay? Donc, ce n'est pas la gratuité. Donc, l'initiative est lancée. On travaille les entrepreneurs, on travaille beaucoup sur leur branding, sur leurs trucs. Ils sortent des vidéos. La plateforme est existante. Première plateforme sur Terre qui parle de financement participatif avec des vidéos. Donc, ce n'est pas juste... même maintenant, je ne suis même pas sûre qu'il y a une plateforme participative aujourd'hui avec des vidéos hein, qui montrent le parcours de l'entrepreneur et tout. Tout est fait. On lance le grand lancement. On est excité. Bam, bam, nos entrepreneurs sont prêts. Ils auront l'argent. On fait le lancement. En moins de 5 jours, plus de 80% des projets qui ne sont pas africains sont financés. Tous les projets africains piétinent. Même Okuno, qui est excellent pour moi, le Nigérien, ça piétine. Ils ne sont même pas à 5% de financement. 2 mois plus tard, je pense qu'on a pu financer un projet sur... il y avait peut-être 8 projets africains. Un projet africain sur 8. Tous les autres projets étaient financés. Australiens, américains, ils ont pu être financés. Mais ce qu'il faut comprendre avec le financement participatif, c'est quoi? C'est que les 30%, les premiers 30% sont importants. Donc, si quelqu'un veut, par exemple, lever l'équivalent de 1 million de francs CFA, okay, le premier 300 000 doit venir de leur entourage. Donc, ils doivent en parler, ce sont les amis, ce sont la famille. Parce qu'une fois qu'ils ont atteint le 30%, dans la tête de ceux qui participent, ceux qui ne les connaissent pas, il y a un déclenchement, il y a un déclic. Donc, automatiquement, ils joignent. Mais nos Africains n'arrivaient même pas à avoir le 5% du montant qu'ils demandaient. Tu vois? Donc, le problème, ce n'est pas parce que les gens ont choisi américain ou africain, mais c'est surtout là-bas, il y a le déclencheur.
Les autres communautés se soutenaient. Les Africains avaient du mal. Je parle de mes projets à mes amis autour, je parle des projets à mes parents, mais très peu viennent mettre de l'argent dans les projets. Donc, pour ça, moi, c'était très révélateur, mais c'était également un déclencheur, tu vois, parce que, comme on dit souvent, c'est que tu ne te lèves pas une activité, tu ne lances pas un business out of nowhere. Ça ne vient pas de nulle part. C'est parce qu'il y a des résidus dans le passé. Et parlons de business également, là, je me rends compte, grâce à cette interview-là, que le désir de créer Parlons de business et de me concentrer sur l'esprit communautaire vient sûrement de cet échec-là dans le passé, parce que les autres communautés avancent. Nous, on fait du surplace, où certaines communautés en Afrique avancent, mais la plupart des communautés font le surplace. Le Sénégal, je vous tire mon chapeau, vous êtes très porté sur la communauté. Le Mali, ça c'est dans le top 5 des communautés africaines qui travaillent beaucoup en communauté, qui avancent en communauté. C'est un échec qui m'a ouvert les yeux, mais j'ai appris des leçons, hein, de grandes leçons dessus. Je me suis dit, on a beaucoup de travail à faire sur nous. Et ça m'a permis de creuser plus l'origine, le pourquoi est-ce qu'on ne se soutient pas. Je me suis rendu compte qu'il y a un problème de confiance. Okay. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en nous? Ça revient à ce qu'on appelle la conscience historique. On ne trouve pas de points communs entre nous. Et c'est ridicule. L'Afrique, c'est la terre de l'humanité. C'est où tout a commencé. S'il y a même des gens qui doivent trouver des points communs, ce sont les Noirs. On est les premiers êtres sur Terre. Quand Dieu a décidé de mettre l'être humain sur Terre, c'est le Noir qui l'a mis. C'est le grand frère. C'est la grande sœur. Tu vois, donc là, ça m'a permis un peu d'en apprendre sur nous et de déceler c'est quoi les challenges, sur quoi travailler. C'est pour ça que quand je lance la chaîne, j'ai une facilité parce que antérieurement, il y avait déjà eu un travail de fond qui était effectué par rapport à moi, ma personne, ma communauté. Et donc, de voir, on va parler de quoi? On va parler d'argent, mais avant même de parler d'argent, il faut sûrement parler d'autres aspects. Il faut incorporer à ça d'autres aspects importants, tu vois, pour faire progresser la communauté ensemble, quoi. En tout cas, c'est très intéressant. Comme je disais au début, ça va être une masterclass. On est en train d'apprendre. Moi-même, j'apprends beaucoup de choses sur tout ce que tu dis. On va parler... Comme j'ai dit, hein, les gens le savent très bien ici, les gens aiment les polémiques, aiment les débats. C'est vrai? Il y a 2 rubriques. On va te donner des images. Souvent, ça peut être surprenant de voir certains 2 personnages. On dit souvent le plus difficile, c'est de choisir. Et là, on va te donner, vous allez faire des commentaires sur chaque personne. Je dois choisir les gens. Tu choisis un sur les 2. Mais c'est les problèmes là. Mais avant ça, parlons du business. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, on ne peut pas citer 3, 5 scènes vraiment entrepreneurs en Afrique aujourd'hui qui inspirent, qui font des bons contenus, sans parler de votre page. Quel est aujourd'hui l'objectif, les projets futurs avec la page? Voilà. Est-ce que c'est toujours l'objectif de partager ou bien il y a des maintenant projets derrière? Parlons de business que tu es en train d'animer aujourd'hui. À vrai dire, la page, je suis en train d'être un peu frustrée parce que j'ai l'impression que je fais un peu beaucoup de surplace. Parce que j'aimerais qu'on élève le niveau et qu'on parle de sujets plus constructifs. Bon, je rappelle, je viens de la diaspora américaine. Donc, beaucoup de choses dont les pages francophones, nous, les pages francophones, on parle, c'est des choses que moi, je connais, ça fait plus de 15 ans. C'est ennuyeux à la fin. J'aimerais nous élever au niveau... nous prendre un niveau un peu plus supérieur. Là, on a lancé la tontine, je nous amène dans ce sens-là. Dans quel sens exactement, je ne sais pas. J'ai une grosse image en tête, mais je nous amène dans ça. Mais la tontine, ce n'est pas la page publique. Parlons de business. J'aimerais qu'on parle, il y a des thèmes comme l'intelligence artificielle. Là, présentement, on a une ère, je suis passionnée par la tech. ChatGPT tout le temps, DeepSeek qui vient d'être lancé par les Chinois, je suis dedans. Mais on va se rendre compte que ce genre de vidéo, je vais faire ce genre de vidéo, bon, il y aura des vues, mais pas autant que si je dis, bon, j'ai un problème avec mon mari, par exemple. Bam, 500 000 vues, 1 million de vues, vite fait. Bon, on va parler d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on rattrape? Parce qu'il y a un gouffre qui est en train de se créer. On est présentement à une ère, moi étant vendeuse sur Amazon, où pour vendre mon produit, je n'ai plus besoin de passer par des personnes commerciales. L'intelligence artificielle me fait ça. Ça me crée un personnage qui va prendre la coque de mon téléphone comme un être humain et vendre et parler tranquillement. Mais non, on est toujours dans les débats de je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est un peu frustrant. Franchement, de toi à moi, c'est un peu frustrant. Et c'est pour ça que vous avez peut-être remarqué ces derniers mois, il y a du contenu, mais un peu moins de contenu que d'habitude parce que je me dis, est-ce que je vais continuer à répéter les mêmes choses, parler de la même chose, comment vendre, le branding qui est très important,
les opportunités, je serais peut-être plus portée sur les opportunités de business. Là, j'ai ouvert une école de business, peut-être je vais plus me concentrer dessus, où je vais dire aux gens, bon, il y a déjà assez de contenu, plus de 1100 vidéos sur la page, c'est énorme. Peut-être il est temps maintenant pour que les gens viennent se former dans l'entrepreneuriat. J'ai une école de business qui forme des centaines de personnes. C'est en ligne, l'école de business? Je n'en parle pas beaucoup parce que, comme d'habitude, je suis très sélective dans les gens qui rentrent. Hein. Mais en fait, c'est en ligne, mais oui, c'est en ligne. Et j'étais au Sénégal à cause de ça parce que je suis en train de lancer une marque, un produit. Et c'est juste ceux de l'école de business, mon école de business, qui savent c'est quoi la marque, c'est quoi le produit, comment ça va se faire. Donc, j'aimerais vraiment qu'on passe une étape supérieure où les gens, au lieu d'écouter, procrastiner, rentrent dans l'action et disent que bon, là maintenant, en termes de mentorat, c'est dans l'école de business que ça a lieu. Stéphanie peut me tenir par la main, voir quel produit je peux lancer, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce qu'on va cheminer et tout. Donc, je vais peut-être plus me concentrer par rapport à ça pour qu'on passe plus à la partie pratique. Parce que je pense qu'on a trop de docteurs en bavardage dans la communauté. Hein. Pour le bavardage, on est fort dans ça. Bon, hein. Les personnes qui vont eu la chance ou l'occasion de suivre cette vidéo, peut-être ils n'ont jamais entendu parler de cette école de business. Quelles sont les procédures pour être sélectionné, même si c'est sélectif? Qu'est-ce que la personne qui va tomber pour la première fois, vous entendre parler de ça, comment il peut faire pour rejoindre? Ou bien si tu peux donner un peu de détails sur qu'est-ce qu'on apprend, ou bien il y a un moyen en tout cas de venir être sélectionné et avoir les informations? Non, en fait, ce que je veux que les gens retiennent, c'est quoi? C'est que c'est bien de dire aux gens que j'ai commencé à 9 ans et tout le reste. Je me fais de l'argent, beaucoup d'argent même, beaucoup. Amadou, quand je dis beaucoup là, c'est beaucoup. Je ne parle pas de mes chiffres parce que je ne veux pas choquer les gens. Je ne vais pas dormir aujourd'hui. Je veux pas que mes partenaires commencent à me déranger aussi. Donc, je n'en parle pas. Mais il y a trop d'argent à se faire. Et je me dis, Stéphanie, tu as cette expérience. Tu sais, quand tu vas faire business au Sénégal, tu sais que ce n'est pas la même chose quand tu fais business au Bénin. Tu sais que ce n'est pas la même chose quand tu vas au Cameroun, quand tu vas au Nigeria, quand tu vas en Tanzanie. Tu le sais, quand tu es aux États-Unis, c'est une autre mentalité. Donc, avec autant d'expérience, on parle quand même de plus de 20 ans d'expérience, il y a une colonne vertébrale qui se dessine. Donc, il y a une manière de procéder et de faire centrale. J'ai des élèves, par exemple, qui sont, par exemple, dans le groupe présentement, il y a beaucoup de l'Afrique, hein, ça m'étonne. Il y a la Mauritanie, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, maintenant, il y a aussi la diaspora, d'autres qui sont à l'extérieur. Mais ce sont des gens qui viennent, qui disent que je veux me lancer en business, je n'ai pas d'expérience, ou même certains qui ont échoué, lamentablement. On te suit, on te fait confiance, et je veux me lancer ce produit, lancer ce service-là. Donc, ce sont des gens qui viennent avec leurs idées de business. OK? Comme je dis, je ne veux pas les gens qui viennent avec des business existants. Ceux qui viennent avec des business existants, qui ont besoin d'accompagnement, c'est autre chose. Pour l'accompagnement, c'est autre chose. Parce qu'il faut reformater la manière dont les gens pensent en business. La raison pour laquelle les gens se font autant d'argent versus tu as quelqu'un qui se fait, par exemple, 10 millions de dollars l'année, tu as l'autre qui se fait, par exemple, je ne sais pas, 100 000 pour lui, c'est trop d'argent. C'est deux manières différentes de penser. Donc, ça commence à la base. C'est pour ça que je ne veux même pas des gens qui disent que, bon, Stéphanie fait un accompagnement, je vais aller chercher l'accompagnement, j'ai mon business qui existe avec 4-5 ans, je piétine un peu, bon, elle va me parler un peu de marketing. Non. Je veux des gens qui se disent, je veux partir de rien. Je veux apprendre, par exemple, vendre des verres, je veux vendre des trucs d'ornement, je veux vendre des cellulaires, que sais-je, qui viennent à la base. On part de la base et on monte graduellement. On choisit l'idée comment. C'est là d'où ça part. On part des 4 piliers de business. Des gens qui se font sauvagement de l'argent. Pour moi, sauvagement, c'est minimum 10 millions annuellement. De dollars? Oui, de dollars annuellement. 10 millions de dollars. Donc, on part de la base. Le choix de l'idée, c'est là d'où ça part. Tu choisis l'idée pourquoi? Oh, j'ai vu tel faire ça. J'ai vu tel vendre les bouteilles. Maintenant, je vais vendre les bouteilles. Oh, les lunettes de soleil, c'est ça qui fonctionne. C'est pas comme ça. OK? Une fois qu'on a ça, on monte un peu la différenciation. Je fais quoi de différent par rapport aux autres? Et c'est là où l'argent rentre. Dans cette différenciation, on parle maintenant, on se décale le branding. Comment je me positionne? C'est quoi mon positionnement? C'est quoi la perception? C'est qui mon client? Je dois le connaître. Et c'est le genre de client qui, quand tu parles un peu bizarrement comme ça, il aime. Hein? Ou bien c'est le genre de client qu'il faut se comporter, on dit au Cameroun ou haïtiser, donc prendre un peu un petit accent français, être posé, être ceci. On a des... Ah, mais il faut savoir c'est quoi ton avatar. Il y a des avatars qui adorent l'authenticité. Qui aiment quand tu parles comme au bled, tu dis qu'on est au continent. On est dans le continent. Il y a ceux-là que tu vas parler comme ça, ils vont venir acheter. Il y a d'autres qui tu vas parler, ils vont dire que non, c'est too much, c'est trop pour moi.
Tu vois, je préfère la personne posée, qui se comporte, qui a un accent un peu francisé, un peu, tu vois. Bon, les clients aliénés, entre guillemets. Bon, ça, c'est une petite parenthèse pour faire rire les gens. Donc, voilà, donc, on part de là. Donc, c'est tout le processus jusqu'à la vente. Marketing, comment vendre. Maintenant, ton produit est prêt, tu es différencié, tu es prêt à entrer sur le marché. Même des produits compétitifs. Moi, le produit que je suis en train de vendre, c'est un produit excessivement compétitif. Beaucoup de gens vont me voir facilement dire que mais tu es malade. Mais c'est pour montrer également aux gens que c'est faisable. Tu vois? Donc, c'est l'école de business simplement. Que vous soyez en Afrique du Sud. On a des élèves de l'Afrique du Sud en passant. Que vous soyez au Maroc. Que vous soyez en Chine. Les élèves de la Chine également, coucou à vous. Que vous soyez en Australie. Que vous soyez aux États-Unis, au Canada. Vous voulez vous faire de l'argent de manière concrète. Rentrez dans l'école de l'entrepreneuriat. Quel est le processus? Pour rentrer, il y a un lien. On pourra envoyer les informations, peut-être envoyer le lien de ceux qui sont intéressés et ceux qui ont des questions également, peut-être écrire à l'équipe, leur poser les questions et tout. Il y a un lien où on peut passer pour avoir tout ça? Oui. Donc, on va mettre tous ces liens sur la barre de description. C'est très intéressant. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Alors, comme je dis, hein, on est en train d'apprendre. Moi, à chaque fois que tu parles, j'ai envie de poser une autre question parce que j'apprends. Moi, je suis à la place de ces internautes qui nous suivent un peu. Donc, c'est pourquoi je pose des questions. Mais bon, je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Merci déjà de nous avoir accordé ce temps et tout. On va aller sur ces 2 rubriques. Voilà, ça va être très intéressant. Et c'est que voilà, les gens qui veulent encore mieux découvrir ou connaître, je pense qu'on te connaît, mais Parlons Business, voilà, fait partie des meilleures scènes. Vraiment, bravo et merci pour tout ce que vous faites pour, je dirais pas, souvent on dit pour les Africains, mais c'est tout le monde qui joue. Alors, cette partie, je vais te donner des images et vous analysez ces des images vite fait et vous me dites que moi, je suis plus sur telle personne et après on passe sur une autre rubrique. Mais il faut aussi que je les connaisse, hein. Mais on va regarder. Non, je pense que je ne vais pas te donner des personnes que tu ne connais pas. Okay. Alors, on va commencer par ces 2 personnes. Tu vas dire juste les noms. L'équipe technique va mettre les images. Oh, je les aime les 2. Je peux dire les noms? Oui. Il y a Kiyosaki et Robbins, Anthony Robbins. L'équipe technique va mettre même l'image ici. C'est difficile, hein. Parce que chacun apporte quelque chose d'important sur la table. Parce que Robert Kiyosaki, lui, il m'a ouvert les yeux sur l'importance de la bonne dette. Je n'étais pas, en tant qu'Africaine, je n'étais pas dette du tout. Mais il m'a montré comment utiliser l'argent des autres pour se faire beaucoup d'argent. Tony Robbins a un côté un peu plus motivation. Développement personnel. Ouais. Et c'est lui qui m'a fait réaliser, il y a un cercle qui dessine souvent. C'est très intéressant. Pourquoi les gens procrastinent et pourquoi les gens qui ont de grandes idées ne font rien. Et c'est lui qui m'a fait réaliser qu'en fait, c'est un cercle qui peut être soit vertueux, soit vicieux. Parce que très souvent, le mouvement entraîne la réalisation. Et la réalisation entraîne plus de mouvement. Et quand on parle de mouvement, c'est-à-dire quelqu'un qui se décide, à un téléphone par exemple, se décide à faire une vidéo aujourd'hui, à poster sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? A l'opportunité soit de faire la mise à jour de la vidéo, ou soit de faire éditer la vidéo et poster, et décide de ne pas le faire, par exemple, et d'aller se distraire sur TikTok ou que sais-je. Et celui qui a fait la vidéo décide de faire la mise à jour. Je tire aussi mon chapeau à un influenceur congolais, Dadi Michel. Faire la mise à jour automatiquement et poster, ça a 2 résultats différents. En fait, les 2 ont le même départ, mais là où ils s'en vont, là, ils commencent à prendre la tangente. Les 2 prennent les vidéos à mettre sur les réseaux sociaux, mais ils commencent à prendre la tangente. Celui qui poste, qui agit, celui avance très lentement, qui agit. 5 ans plus tard, celui-là est là, qui a pris la vidéo, a fait l'édition. Et l'autre qui a pourtant pris la vidéo, n'a pas fait l'édition, n'a pas posté là. Tu vois? Donc souvent, c'est un peu très intéressant parce qu'il m'a fait réaliser le cercle vertueux que tu peux créer versus le cercle vicieux que tu peux créer. Donc le plus d'actions tu poses, le plus de résultats tu as, le plus de résultats tu as, le plus d'actions tu poses. Ou l'inverse. Le moins d'actions tu poses, le moins tu as de résultats. Et le moins tu as de résultats, le moins d'actions tu poses. Donc, choisir, ce sera très difficile. Parce qu'à quelque part, ils m'ont fait grandir. Il y a des images beaucoup plus difficiles. Je te dis que voilà, c'est difficile de se dire cette partie.
Mais si tu devais choisir une seule parmi les deux. Non, c'est difficile. Je ne crois pas au choix, franchement. Je pense que vraiment chacun apporte quelque chose. Non. Si tu n'as pas choisi ici, là, ça va. On va arrêter le reste parce que ça va être beaucoup plus difficile. On va dire Anthony Robbins. Anthony, Ok, on va dire Robbins. Tu les aimes les deux, mais tu es plus, voilà. Je ne suis pas plus, parce que chacun m'a apporté quelque chose de particulier. Ok. Je vais te donner deux autres. Peut-être ça va être moins compliqué, moins difficile de choisir. Et on verra, voilà. Là, le choix. Oui, le choix. Bon, c'est deux personnages comme ça. Oh, Claire, lui, eux, c'est clair. Entre Bill Gates et Warren Buffett. Ouais. Buffett. Oui. Parce que déjà, son histoire est très similaire à la mienne. Il a commencé à 7 ans. Souvent, quand je dis aux gens, j'ai commencé le business à 9 ans, ma maman m'a rappelé que non, c'est pas 9 ans, c'est 7 ans. Je dis, c'est Buffett. Buffett a commencé à 7 ans. Quand c'est Buffett qui dit qu'il a commencé à 7 ans, c'est normal. Quand c'est une Africaine qui dit qu'elle a commencé à 9 ans, on dit que c'est bizarre. Ouais. Donc lui, il était intéressé par le business très tôt. Bon, je vais pas rentrer dans son histoire pour ceux qui veulent aller lire son histoire. C'est une histoire de les journaux qu'il a commencé, après il a observé en été et tout le reste là. Mais c'est surtout un financier de feu. Je suis très intéressée par la finance, j'aime la finance. Les conseils qu'il donne par rapport aux les achats de stocks, les actions, sa manière de faire, son humilité. Tu te rends compte que malgré le fait qu'il soit un multimilliardaire, il vit toujours dans la même maison dans laquelle il avait dans les années 80. Une toute petite maison. Multimilliardaire. Il peut se permettre des mentions et des trucs. Non, rien du tout. Très humble, ce monsieur. Et un fin stratège, un amoureux de la finance, un amoureux des marchés financiers. Donc, définitivement Warren Buffett. Warren Buffett. Ouais. Alors, on a aussi une autre image que tu vas voir. Non, quand même. Nabou Fall, je l'ai connue récemment quand elle est passée sur la chaîne de l'investisseur africain. Donc, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Tion, je le connais. Tion Nian. Donc, c'est un peu difficile de me demander de faire le choix entre une personne que je ne connais pas vraiment, pas encore, mais j'ai bien l'intention de la connaître, et Tion. C'est très difficile. Mais bon, tu sais que le choix est quand même fait. On va toujours vers la personne qu'on connaît. Je dirais Tion Nian pour l'instant. Le temps d'apprendre à connaître vraiment qui est cette grande dame. Quoi, ouais. Ok, c'est bien Tion Nian alors. Deux autres images viennent du continent. Mais comment tu me mets sur l'image? C'est toi de choisir. Ah, entre Claudel et moi? C'est l'équipe qui ont fait ça. Mais eux aussi, là, ils dérangent hein, ton équipe là. Ils dérangent. Je suis supposée choisir qui? Chacun est en train de faire son... On dit la bonne charité commence par soi, n'est-ce pas? Ouais. Mais néanmoins, j'apprécie beaucoup Claudel pour le travail qu'il fait également. D'accord. Voilà. Il me reste une ou deux images. Alors, Philippe Simon ou... Coach Ouedraogo, je ne... Bon... C'est ça les trucs, parce que quand vous mettez deux personnes, et je connais la photo, je n'ai jamais suivi son contenu. Ok? Philippe, bien que je ne suive pas son contenu, je sais qu'il fait du bon travail. Parce qu'il éveille les consciences. Il cristallise, c'est-à-dire les gens qui pensent comme les bons sorciers, ils les appellent les apprentis sorciers là. Je pense qu'il fait un bon travail d'éveil. Dans ça également, c'est un peu difficile parce que je ne sais pas je sais même pas ce dont coach Ouedraogo parle, pour te dire la vérité. Je suis désolée, mais peut-être je vais apprendre un peu de contenu. Donc, par défaut, j'irai Philippe. Philippe Simon. Oui. C'est, comme on dit, c'est difficile de choisir, mais on va te donner dernière image alors. Le temps s'est compté, on est en train de nous signaler. Vous dérangez. Comment vous comparez Sankara et Sonko? Chacun fait le bon travail. Sankara, c'était un avant-gardiste. Dans les années 80, il parlait déjà des choses dont on parle maintenant. Donc, quand il dit, mais regardez, si vous voulez regarder l'impérialisme, regardez juste ce que vous mangez, c'est fort. C'est le genre de phrase, même quand il disait, nos parents, nos grands-parents le prenaient sûrement pour un lunatif, quoi. Quelqu'un qui vit sur la Lune. Ousmane Sonko, rien à redire par rapport à lui. On parle d'un leader de feu. Il faut me demander de choisir. L'autre là, je ne choisis pas. Tu choisis qui? Je ne choisis pas l'autre là. J'aime les deux. Ils font de l'excellent. Ils ont fait. Sankara est venu poser la graine. Et je pense que Sonko, c'est juste
le résultat de cette graine. C'est comme si tu me demandes de choisir entre la graine et l'arbre. Quand même, les deux sont importants. Très intelligente. Alors, on ne va pas voilà, je sais que le temps, il nous est compté, il y avait quelques images, mais je vais te donner juste quelques questions rafales. Ça va prendre 2 minutes. Chaque question, tu réponds oui ou non. Rapidement, on va aller, voilà. Premièrement, qu'est-ce que tu fais, voilà, tous les jours quand tu te réveilles le matin? La première chose que tu fais, c'est quoi? Je médite beaucoup. Mais ce n'est pas une méditation prière, c'est plus... je me lève dans le calme et j'entrevois ma journée. La dernière chose que tu fais avant de dormir? Gratitude, remerciement, une prière de remerciement. Le dernier livre que tu as lu? Afrotopia, qui m'a été offert par Fallou de Ndem. C'est un livre très puissant. Sur quoi tu dépenses beaucoup d'argent aujourd'hui? Bien vrai que tu as même envie de diminuer, mais quand même les désirs et les envies. Je ne suis pas dépensière. Ça, c'est une qualité de notre famille. On ne dépense pas de l'argent chez nous. On investit. Qu'est-ce que tu as fait et que tu as vraiment regretté amèrement? À chaque fois que tu penses à ça, tu n'es pas content de l'avoir fait. Je ne regrette pas ce que je fais. Hein. Donc, c'est un peu difficile parce que même quand je fais, j'assume, j'embrasse mes défauts et j'assume des choses que je fais de mal pour pouvoir ajuster. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait que je regrette amèrement? Tu vois, je ne regrette tellement pas que j'ai même du mal à trouver quelque chose. Je ne regrette pas. En fait, parce que nous, on a une philosophie hein, dans notre famille, c'est que vis ta vie à fond et vis ton potentiel à fond. Ça nous arrive parfois, même on est dans la rue, on se met à danser pour un rien. Des personnes peuvent passer nous prendre pour des folles ou pour... Mais on s'en fout, quoi. C'est du genre, on n'a qu'une seule vie à vivre. Donc, regretter, peut-être des trucs que j'ai fait dans l'adolescence, parce que j'étais une adolescente très, très têtue, on va dire ça. Mais je me suis excusée auprès de mes parents. Quand je voulais faire un truc, je le faisais. Papa, maman, je suis désolée. Mais vous voyez quand même, ça a donné la femme que je suis aujourd'hui, hein, dans l'entêtement de mes affaires et de tout le reste. Mais je n'ai pas de truc bien précis en tête qui me vient. S'il y a quelque chose que tu as fait, tu es fier de l'avoir fait? Toujours. Même certaines choses que certaines personnes pourraient qualifier de risquées, entre guillemets. Je me rappelle une fois, j'ai quitté le Cameroun, je suis allée visiter le Tchad. J'avais 16 ans et demi, 17 ans. Je ne sais pas si ma mère est au courant de ça, hein. Je ne suis pas sûre. C'était quand même assez risqué parce que j'ai eu des rencontres très risquées, on va dire ça. Ok. Mais je ne regrette rien. Tout ça fait de ça qui je suis aujourd'hui. 2 qualités indispensables pour un entrepreneur. La persévérance. Je pense que c'est la première qualité. Trop de personnes tombent. C'est ça, ils tombent. Et être... Attends, j'ai failli dire l'optimisme, mais je vais dire la persévérance et savoir s'entourer des bonnes personnes. Persévérance, entourage. Entourage, c'est tout. Vous êtes le résultat des 5 personnes autour de vous. Donc, si vous voulez aller haut, entourez-vous de personnes hautes, entourez-vous de personnes qui se nourrissent de la bonne information, qui sont optimistes, parce que l'optimisme est super important. Le genre de personnes qui vont prendre vos énergies de là et vous amener vers le haut, toujours. Vous n'aurez pas trop le choix que de suivre, quoi. Le personal branding ou la capacité à vendre? Toi aussi, là. Toi, tu sais quand les questions sont compliquées. C'est-à-dire quand tu es entrepreneur, la capacité à vendre ou bien... Je sais que c'est compliqué, mais je dirais capacité à vendre automatiquement. Capacité à vendre. Parce que là, tu seras te vendre automatiquement. Donc, voilà. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci Amadou, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de passer ces moments avec toi. On a appris beaucoup de choses. Donc, je disais à Philippe quelque chose. Sur les vidéos, j'ai remarqué 50 à 47% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. C'est le cas chez toi? Non, chez moi même c'est pire. Hein. Chez moi, je pense qu'on a plus de 80% qui ne sont pas abonnés. Mais je dois avouer également que je fais une erreur. Je demande pour aux gens de s'abonner. Est-ce que c'est payant? C'est gratuit. C'est gratuit. Hein? Donc abonnez-vous. Hein? En tout cas, c'est un grand plaisir. Vraiment, on est très content de t'accueillir. Donc, s'il y a un message, s'il y a quelque chose que tu as envie de dire pour boucler votre mot de la fin, je sais que votre temps est très précis, l'équipe est en train d'attendre, tout ça, tu as laissé
Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça se voit aussi sur ce que tu avais dit, l'humilité de la famille. Donc, vous aussi, vous l'incarnez bien. Merci donc, beaucoup. merci. C'est un Merci. grand Beaucoup. plaisir. On est très content. Et j'espère que vous aussi, vous avez appris beaucoup de choses. C'est toujours un grand plaisir de partager avec la communauté qui ne cesse que de grandir. Mais ça, c'est grâce à vos abonnés, vos likes et vos partages. Donnez votre point de vue sur les commentaires, ce que vous avez appris à travers cette interview avec Stéphanie. C'est ce que vous avez appris beaucoup de choses. Mais partagez-nous voilà, vos points de vue sur les commentaires. C'est un grand plaisir de les lire. Merci. Votre mot de la fin? Mot de la fin, pour les Africains qui regardent cette chaîne-ci, Entreprendre autrement, et j'aime beaucoup l'appellation, je ne sais pas d'où ça devient une inspiration. C'est important pour les Africains de comprendre qu'ils doivent se placer en termes de personnes qui aident. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe en Afrique, on a une mentalité de commandeur. On est ceux-là qui demandent, ceux qui... Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si, justement, vu qu'il y a autant de personnes qui demandent, si on se positionne en tant que personne qui aide ceux qui demandent, on peut créer beaucoup de valeur. Sur la chaîne, je parle beaucoup d'argent. C'est pour choquer. Je dis argent, 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 argent. Parce que la mentalité africaine, quand on dit argent, on a l'information dans notre cerveau de manière un peu dispersée, mais on sait qu'on en a besoin. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on soit vraiment concentré sur la création de valeur. Et quelque chose de très bizarre arrive quand on crée beaucoup de valeur. L'argent suit. Merci, merci beaucoup. En tout cas, le fait que j'ai appelé la page Entreprendre autrement, oui. On disait d'habitude les gens qui entreprennent, ce sont les gens qui ont allé loin à l'école. Okay. Et moi qui viens dans ce milieu, j'ai jamais mis pied à l'école. J'ai même pas fait de plus petite classe. Donc si je dois entreprendre, ça doit être autrement. Wow. Donc je dis les gens, on entreprendre autrement. Oui, voilà, pas comme ce que les gens ont l'habitude de dire ou de faire. Okay. Les gens avaient peur de venir dire le ou là. Les gens avaient peur de faire une conférence, faire une petite erreur. Moi, je dis qu'on va venir faire autrement. On ne va plus avoir peur de tout ça. On dit les choses comme on le ressent. On dit les choses comme ça vient. C'est très bien. Et ça passe. C'est très bien. Voilà, c'est pour ça. Bravo, Amadou. Bravo. Autrement. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.